Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la food tech en France et les perspectives pour 2026. Ravi de vous avoir aujourd'hui et de faire ce webinaire en français. Ça change ça nous change un peu. Euh, En quelques mots, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on regarde euh, les grandes leçons de notre dernier rapport sur la food tech en France. De ensuite se poser des questions sur quelle perspective ça ouvre sur 2026 et enfin de répondre à vos questions que vous pouvez poser dans l'outil dédié de Q&A de Zoom. Voilà, euh, on les sélectionnera et on répondra après la présentation. Quelques mots aussi, peut-être commencer par se présenter. Mathieu, Jérémy, les deux cofondateurs de Digital Full Lab. Nous, ça fait un peu plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. On a d'abord commencé par créer une startup food tech en France qui s'appelait WeCook, qu'on a développé, revendu, et ensuite on a créé Digital Full Lab pour justement connecter d'un côté ce qui se passait dans l'écosystème d'innovation et ce qui se passe toujours dans l'écosystème d'innovation et les grands besoins, les grandes tendances qui agitent le monde de l'agroalimentaire, essayer de donner un peu de sens. Donc on a toujours cette vision dont on reparlera que la food tech est le futur du food, mais en tout cas pour que ce futur arrive, il y a besoin de connecter ces deux côtés de l'écosystème. Ce que l'on fait très concrètement avec Digital Food Lab, c'est deux choses. Un, travailler sur l'exploration, c'est-à-dire aider nos clients à identifier ce qu'il se passe. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait regarder, soit à un instant donné, soit en continu. Et deuxièmement, c'est transformer ça en stratégie. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on peut faire beaucoup d'études, mais si à la fin c'est pour remplir des étagères, c'est assez peu utile. Et notre mission, notre différenciation, c'est de transformer ces insights d'innovation en opportunités et en stratégie. Ce que l'on regarde, c'est évidemment tout l'écosystème d'innovation agri-food-tech, du feed animal jusqu'aux ingrédients, jusqu'à la santé avec une vision globale, hein, parce que même si on veut faire des choses à l'échelle française, à l'échelle européenne, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que les acteurs avec lesquels on va travailler sont bien alignés à la fois avec des tendances mondiales et aussi les plus pertinents en comparaison des technologies qui sont développées ailleurs. Et évidemment, même si, et c'est le thème de ce webinaire, on parle beaucoup de startups, l'innovation dépasse le monde des startups. On peut évidemment parler de ce qui se passe dans les grands groupes et en amont dans les laboratoires, dans la recherche. Et enfin, certains de ces outils sont des choses que vous connaissez, nous, ce que l'on utilise, hein, notre boîte à outils, c'est à la fois la courbe de tendance dont on reparlera tout à l'heure, donc qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on visualise ce qui se passe dans la food tech de manière générale, c'est ce qu'on publie tous les ans, mais aussi dans des écosystèmes spécifiques. Comment est-ce que ça se transforme en un radar, c'est-à-dire qu'est-ce que vous, acteurs de l'industrie, vous devez regarder et qu'est-ce que font vos concurrents et comment se positionner par rapport à ça. Et puis enfin, quand on descend dans les sujets, qu'est-ce que les différents acteurs, notamment sur l'innovation, font? Comment est-ce qu'on les compare les uns aux autres? Et comment est-ce qu'on transforme ça en une feuille de route, un plan d'action? Donc ça, c'est ce que l'on fait avec Digital Full Lab et avec nos clients. Ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant ce qu'il se passe dans la food tech spécifiquement en France, le cœur de ce webinaire par rapport à ce rapport qu'on a publié il y a maintenant un mois. Donc, si on revient juste tout au début, qu'est-ce qu'on inclut dans cette définition de la food tech? Pour nous, la food tech, c'est l'écosystème d'innovation tout le long de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, comme je le disais, de l'agri, produits transformés, nouvelles marques, acteurs et notamment du digitalisation du food service, de la restauration, de la supply chain, la livraison et ce qui touche aux consommateurs, nouveaux appareils, liens santé,
maîtrise du poids, alimentation. Donc on a toute cette chaîne de valeur avec de l'innovation d'un bout à l'autre. Pourquoi est-ce que c'est important de la regarder dans son ensemble et pas uniquement se concentrer sur un axe? C'est que l'agroalimentaire traditionnel est très siloté, avec des acteurs sur chacun des verticales qui se connaissent assez peu, mais les acteurs et l'innovation euh, permet et impose d'avoir une réflexion sur toute la chaîne de valeur, parce que quand on a un acteur, par exemple du dairy, on est maintenant obligé de regarder son amont de façon beaucoup plus sérieuse, parce qu'il y a des enjeux de décarbonation. Quand on a un acteur de l'amont, on est obligé de regarder ce qui se passe tout au bout de la chaîne de valeur, parce que les tendances évoluent de façon de plus en plus rapide. Comme je vous disais, pour nous, la conviction fondamentale, c'est que la food tech est le futur de l'alimentation, ne serait-ce que parce que l'alimentation, l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire sont confrontés à au moins quatre enjeux et défis. Les enjeux climatiques, le plus évident, l'impact de l'alimentation sur le climat, l'impact du climat sur l'alimentation, avec des rendements qui baissent dans beaucoup d'endroits, le vieillissement de la population alors qu'on a une industrie qui a longtemps cru par l'augmentation de la population, les problématiques d'alimentation et de santé, et enfin les tensions géopolitiques qui sont de plus en plus grandes, qui mettent aussi des pays en concurrence à la fois pour l'accès aux ressources et pour l'accès aux nouvelles technologies. Donc on a une pression pour créer un nouveau modèle alimentaire plus sain, plus vertueux d'un point de vue climatique, plus adapté à une population qui vieillit, mais on voit bien que l'innovation se passe plutôt au niveau des startups, la mise sur le marché, le développement de nouvelles technologies. Ce que l'on voit par contre, c'est que ce sont les grands groupes actuels qui auront la capacité de porter à l'échelle et de livrer aux consommateurs ces nouvelles technologies. Par contre, si la food tech est le futur de l'alimentation, et là on va commencer à reconnecter avec notre sujet sur la food tech en France, ce que l'on voit, c'est que c'est un futur qui se porte plutôt mal, beaucoup de faillites récemment, et notamment en France, mais c'est un phénomène qu'on observe partout, des faillites, des startups qui se font racheter pour plus ou moins rien, ce qu'on peut appeler cashless acquisitions, ou juste des rachats à la barre du tribunal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet écosystème et comment est-ce que ça se traduit en chiffres? Si on le regarde à l'échelle mondiale, ce que vous avez à l'écran, c'est les investissements dans la food tech. On voit très bien ces quatre phases. Un, croissance euh, soutenu depuis l'apparition de cet écosystème jusqu'à 2020, explosion des investissements pendant le Covid, diminution sévère, et ensuite maintenant un plateau. Donc ça c'est simple, la startup qui a levé des fonds 2021-2022, 2 ans, 3 ans si elle a fait tenir un peu son cash, elle cherche à lever à nouveau des fonds. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y en a plus, il y a 5 fois, 6 fois moins d'argent sur le marché, donc elle fait faillite assez logiquement. Si on regarde cette distribution géographique ensuite, en fait, tous les continents ne sont pas égaux. L'Europe avait eu un démarrage plus lent, mais était devenue beaucoup plus importante jusqu'en 2022-2023 dans la food tech, et en fait souffre aujourd'hui beaucoup plus que d'autres continents, notamment l'écosystème américain. Lui, depuis 2024, il se porte mieux, il est en recroissance. Donc, on a finalement une situation assez contrastée, continent par continent, avec quand même deux pôles pour ce qui va concerner plutôt les technologies de long terme, l'Europe et les États-Unis. Si on descend d'une échelle et qu'on regarde comment ça se passe en Europe et spécifiquement dans les différents pays européens, on a sur les 3 dernières années, 23, 24, 25, là quasiment le même graphique pour les grands pays européens de la food tech, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, cette situation qui est plutôt en baisse. Et un cas particulier, l'Espagne, qui finalement a un écosystème plutôt en développement, où ça se passe plutôt bien, et des petits écosystèmes, principalement pays nordiques, qui se portent pas si mal que ça, car à chaque fois, ils ont une ou deux startups qui tirent leur épingle du jeu. Donc, on a cette difficulté qui est la même, et ce même graphique, et ce même pattern qu'on revoit partout. Et du coup, si on regarde spécifiquement à ce qui se passe en France, on voit exactement la même situation. Mais ici, peut-être la différence, c'est que
le démarrage a été beaucoup plus tardif. Si on regarde la foodtech, finalement, il se passe rien avant 2018-2019 parce que des sommes une centaine de millions, alors, c'est beaucoup d'argent, c'est à la fois beaucoup d'argent, mais c'est surtout assez peu à l'échelle d'un écosystème d'innovation. Ça voulait dire qu'il y avait quelques startups qui levaient 10 millions et qu'une année, une mauvaise année ou une bonne année pouvait complètement changer. Donc on a un écosystème qui démarre finalement avec et autour du Covid. Et on ne voit pas, par contre, ici, de stop ou de plateau de décroissance. C'est-à-dire que chaque année est pire que la précédente depuis 2023. Et en effet, 2025 ne devrait pas calmer la situation avec encore une baisse de 25% des investissements. Donc, situation euh, similaire, mais à la fois similaire, mais aussi un peu spécifique parce que en fait, on revient en arrière. Le problème, c'est qu'on nous, on était parti beaucoup plus tard et d'une base beaucoup plus faible. Si on regarde par catégorie, comme je vous disais, on sépare la foodtech en 6 grands domaines. Ce qu'on voit, c'est jusqu'en 2021-2022, la foodtech en France, c'était surtout deux choses, de l'agri-tech et du food service. Et là, c'était principalement des services digitaux pour les restaurants. Donc, services de paiement à table, Sunday, services de caisse enregistreuse, des entreprises comme Tiller, etc. En fait, ces deux jambes, il y en a une troisième qui est apparue qui est ce qui est autour du food science, principalement des nouvelles protéines. Mais malgré ça, on voit que toutes les catégories sont affectées et que notamment ce qui était la force de l'écosystème français, les sujets food service, eux, ont complètement disparu ou quasiment complètement disparu. Donc on n'a pas de catégorie qui s'en sort vraiment mieux que les autres dans cet environnement. Si ce n'est, mais c'est un peu anecdotique, les sujets de livraison, finalement, quasiment 12 ans, 13 ans après le reste de l'Europe et du monde, il y a un petit écosystème de livraison qui émerge en France avec pas mal de retard. Et en fait, si on regarde la cour précédente, on peut se dire, ah voilà, il y a, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, des méchants investisseurs qui mettent moins d'argent dans les startups. Alors en fait, le sujet, c'est aussi, et peut-être même encore plus, il y a moins de ça, il y a moins de création excitante. En fait, il y a un appétit au risque qui a juste diminué, à la fois des investisseurs qui veulent prendre moins de risques, mais aussi d'entrepreneurs qui se disent que dans une situation incertaine et d'économie incertaine, il est peut-être à la fois moins opportun de se lancer à la fin de ses études et certainement beaucoup moins important de quitter un emploi sécurisant pour lancer une startup. Et en fait, ce que l'on voit, c'est sur ce graphique que je vous ai mis à l'écran, c'est le nombre de startups créées sur une année donnée, combien ont été rachetés, combien sont toujours là et combien sont simplement fait faillite. Si on regarde en 2019, voilà, on en avait 47 qu'on a identifiés qui ont été créés. Nous, on y crée des boîtes qui ont levé plus de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu d'argent pour commencer à faire quelque chose. On voit, bon, déjà, le nombre de rachats est faible, et sachant qu'en plus, c'est des rachats au sens large, parce que ça peut être rachat d'une startup par une autre. Donc, il faudrait les prendre encore plus spécifiquement pour avoir les vrais rachats. Le nombre d'entreprises fermées aussi est assez faible. Et en fait, il y a deux leçons au-delà du faible nombre de rachats. C'est qu'un, en 2024, on n'a pas pu identifier une seule entreprise créée en 2024 qui avait levé 100 000 euros. C'est-à-dire tout simplement, il n'y a quasiment plus de startups créées. Si on le regarde même autrement, on voit des incubateurs qui de plus en plus hébergent des choses qui ressemblent plus à des associations ou à des projets associatifs qu'à des entreprises innovantes. Donc il y a un problème de création. Il y a évidemment le problème dont je parlais. En fait, il n'y a pas de rachat, ou quasiment pas. Des entreprises voilà, qui ont 5, 6, 7 ans, qui ne sont pas rachetées parce qu'elles n'ont pas de modèle totalement fiable. Et il y a un troisième sujet. Si on regarde les entreprises de 2016, donc des entreprises qui ont 9 ans, il y en a encore énormément qui sont en activité et qui ont, pour la plupart, levé très peu de fonds. On a un sujet de zombie startup, c'est-à-dire de, de gens où dit autrement, il faudrait que l'échec arrive plus vite peut-être dans certains cas. Euh, donc on a cette situation à la fois de baisse des investissements
et de baisse de la création. Ce qui se traduit, je pense, de façon assez visible quand on regarde les top deals, donc les 10 entreprises qui ont levé le plus de fonds en France en 2025. Moi, s'il y a une chose à retenir, c'est que dans les top 10, il y a deux levées de fonds qui sont du sauvetage à la barre du tribunal. Insectes et agronutrices sur les protéines d'insectes. Globalement, un écosystème n'est pas en bonne santé quand dans les top levées de fonds, il y a des sauvetages au tribunal. Ça ne peut pas, en tout cas, témoigner d'une grande vitalité. Par ailleurs, et c'est si on le regarde d'un point de vue un peu plus optimiste, il y a, et d'ailleurs ça se voit dans ces top levées de fonds, des choses qui précédemment n'étaient pas la force de l'écosystème français, qui se développent sur la livraison, entreprises comme La Fourche, le Fourgon, sur les protéines alternatives avec Accro, qui sont des bons exemples. Donc, partant de là, où va-t-on, que fait-on? Bon, on peut se dire, les chiffres sont terribles, ça baisse, c'est fini, on remballe et on ferme tout, ou essayer de se poser la question est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc c'est plutôt sur cette deuxième axe qu'on va essayer de regarder et je pense que ça peut être un peu plus aussi votre point de vue si vous êtes là. Donc la situation de contexte. Les investissements baissent en France dans la même proportion que dans le reste du monde. C'est juste qu'on part de plus bas et on est parti plus tard. Du coup, on revient comme le reste du monde, à ce qui était pré-Covid, sauf que nous, c'était pas grand-chose. Donc c'est là où il y a une problématique. Deuxièmement, les investissements dans la food tech baissent de la même manière que les investissements dans la tech si vous enlevez l'IA. C'est d'ailleurs pour ça que et la semaine prochaine, je vais à un jury de concours de start-up. Tous les dossiers ont mis de l'IA, mais si on est un peu réaliste, dans l'agroalimentaire, l'IA, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Donc c'est un sujet. Le fait est que aujourd'hui, les investisseurs, qui ont parfois une petite nature moutonnière, ont une préférence pour tout ce qui concerne l'IA. Dans l'alimentaire, il n'y en a pas. Du coup, on est particulièrement affecté. Et ensuite, si on descend ce contexte, il y a des problématiques spécifiques à la food tech qui sont, cette absence ou cette trop grande absence d'exit, hein, au-delà de quelques sujets et une problématique de chemin de financement pour finalement quelque chose dont on s'est rendu compte il y a quelques temps, c'est qu'en fait dans la food tech, on peut diviser entre agri, food science, etc. Mais en fait, on pourrait aussi diviser, serait peut-être le plus intelligent, entre deux grandes catégories. Il y a d'un côté des choses qui respectent la durée de financement du venture traditionnel, 3 à 7 ans, des marques, du logiciel pour le food service, des améliorations pour l'agriculture. Et de l'autre, on a des choses qui sont plus proches des biotechnologies, qui elles sont plutôt sur des cycles de financement de 7, 15 ou 20 ans. Et sur cette deuxième partie, on n'a pas encore l'infrastructure, à la fois pour financer ces entreprises, jusqu'à ce qu'elles aient prouvé la viabilité de leur technologie, et ensuite pour les accompagner au passage à l'échelle. Dans la pharmacie, dans les biotech pharma, aujourd'hui, c'est financement par des VC au début, puis par des levées de fonds à la bourse, puis rachat pour passage à l'échelle. Les deux dernières étapes sur le food, on ne les a pas encore. Et il y a certainement quelque chose à créer et à réfléchir là-dessus. Ensuite, si on regarde spécifiquement et on analyse ce qui se passe en France, qu'est-ce qui ne va pas? Premièrement, on a un écosystème qui est fragile, ne serait-ce parce qu'il a émergé plus tard qu'ailleurs. Et du coup, si on baisse de 75%, on revient à très peu de choses. Et on a aussi, et c'est lié au second point, deux piliers historiques qui sont en mauvais état, les protéines d'insectes, les logiciels pour le food service. Euh, il n'y a pas eu les résultats sur les promesses qui ont été faites. Et en fait, l'attrait que la food tech française pouvait avoir auprès d'investisseurs et d'industriels étrangers n'est pas immédiatement menacée, mais pourrait l'être si en tout cas il n'y a pas de plus de nouvelles positives qui en ressortent assez rapidement.
Euh, il y a eu en effet des paris industriels qui ont été ratés, les deux plus, je pense, iconiques, notamment vus d'un point de vue mondial, c'est Insect et Swap, anciennement Miami, des passages à l'échelle qui n'ont pas marché et des promesses qui n'ont pas délivré. Et c'est toujours la même chose. On peut dire que c'est des exemples isolés, mais vus dans un écosystème global, on dit bon, bah, les deux startups françaises que les gens connaissaient n'ont pas fonctionné. Et du coup, ça crée un manque d'envie de regarder ce qui se passe dans la France, en France. Et enfin, on est peu présent sur les choses qui vont bien dans la food tech, les marques. Euh, les investisseurs et les entrepreneurs français n'aiment pas créer des marques. Et ça, c'est finalement, vu encore une fois, du point de vue optimiste, c'est aussi c'est une opportunité. Et la robotique agricole et les solutions de réduction des émissions, notamment du méthane, où il y a très peu d'acteurs en France, alors qu'on a tout un tissu industriel qui va aller chercher via des partenariats des solutions à l'étranger. Maintenant, si on regarde qui se passe bien, parce que quand même, on ne veut pas être sur une note excessivement pessimiste. On a publié aussi récemment, et avec ce rapport, notre classement des 25 startups les plus excitantes ou les plus prometteuses en France. Et c'est pas forcément difficile d'en identifier. Ça nous a permis, la situation actuelle aussi, de le remettre à zéro et de nous reposer les questions. Donc, il se passe des choses, on voit des acteurs qui émergent et que finalement, c'est pas ceux dont on parle le plus qui sont peut-être les plus intéressants. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet écosystème. On a une image qui reste positive auprès des investisseurs et des industriels étrangers, c'est quelque chose qu'on constate au quotidien. On a aussi un bon nombre de ce qu'on pourrait appeler des startups moyennes, même si on a un déficit en petites, en émergentes et en très grosses, on a pas mal de startups qui ont une capacité à se déployer. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne? Euh, on est devenu, et c'est assez intéressant, très bien positionné sur les protéines alternatives, notamment sur la fermentation de précision, une technologie qui pourtant n'est pas et ne sera pas probablement autorisée en France dans les prochaines années. Donc c'est intéressant de voir qu'on a eu cet écosystème et que via des partenariats avec des acteurs des produits laitiers en France et à l'étranger, ils arrivent à se développer. Donc on peut le faire. Et il y a des progrès, même sur les catégories où on était absent, la livraison, les marques et sur l'agricole. La question, ça va être maintenant, à très court terme, de savoir faire, passer tous ces sujets et ces entreprises qui sont des startups moyennes, est-ce qu'elles peuvent s'internationaliser, les acteurs de livraison, les marques, passer à une autre échelle et deux, comment est-ce qu'on fait pour créer plus de jeunes entreprises en France? Et c'est un peu le sens de cette dernière page sur la foodtech française. C'est en tout cas quelques idées et qui sont volontairement non structurées. Ça, on pourra en discuter si vous avez des questions dessus. On a un problème, on n'est pas bon à faire du transfert entre la recherche et la création de start-up. Nous, on en voit très peu, voire pas. Alors qu'il y a de la bonne recherche, il y a des choses qui sortent des laboratoires en France, mais on n'en voit pas générer en start-up. Il y a des exemples autour de nous, en Finlande, en Belgique, au Danemark, en Israël, qui montrent que c'est possible et que ça demande une... J'allais dire maintenant, la recette, elle est connue. Donc, il n'y a plus qu'à l'appliquer pour créer ce transfert. Euh, il y a certainement encore une problématique euh, qu'on a surtout observée autour de 2020, où chaque région a voulu jouer, avoir son incubateur foodtech. Bon, je ne pense pas qu'il y ait le tissu d'entrepreneurs suffisant pour avoir un incubateur foodtech à Lyon, à Rennes, à Lille, à Paris, etc. Soit on les thématise extrêmement fortement. Il y a un incubateur très spécialisé en agritech avec vraiment de l'expertise quelque part et un autre sur les marques, etc. Soit il y a une logique industrielle à avoir. Et enfin, il y a cette thématique autour des marques,
parce que c'est le chemin le plus facile vers la création, vers le succès, etc. Et on a un sujet d'éducation à la fois des entrepreneurs qui n'y vont pas, des investisseurs et des distributeurs qui ne, aussi leur donnent pas leur chance. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Et plus généralement, sur l'écosystème foodtech, que se passe-t-il? Ce que je vous mets à l'écran, c'est notre courbe de tendance. L'objectif est d'y cartographier les différentes tendances qui structurent l'écosystème d'innovation. Donc c'est un peu une photo, et celle-ci date du début d'année, de ce qui se passe dans l'écosystème d'innovation. On aura l'occasion de le mettre à jour en 2026. Ce qu'on voit, et finalement ce que je veux retenir là-dessus, c'est qu'on n'est pas du tout sur la fin. Tout n'est pas à droite, en pré-adoption, etc. On a même, au contraire, une multiplication des sujets sur la partie gauche de cette courbe, sur ce qui est en train d'émerger. Donc, on n'est pas du tout sur la fin de la foodtech, on est seulement au début, mais aussi d'une certaine manière, on a beaucoup de choses qui ont passé le pic d'excitation et qui sont face à leurs propres désillusions. Euh, enfin, et c'est un point important, les grands acteurs de l'industrie jouent aujourd'hui un rôle quasiment de substitution par rapport à l'investissement privé. On, euh, on voit enfin un nombre significatif de partenariats se mettre en place entre acteurs de l'industrie et startups, avec au-delà du financement, au-delà de la communication, des vrais partenariats commerciaux et de mise en place de produits. Donc ça, c'est quand même significatif et notable. Et on voit des produits sortir. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comme je vous disais, uniquement sur de la communication. Donc ça, c'est un vrai relais de croissance au-delà de l'argent mesuré dans les graphiques précédents. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre à très court terme? La situation actuelle de retour à une prédominance encore plus forte de ce qui se passe en Amérique du Nord ne devrait que se renforcer. Les investissements continuent à y croître alors qu'ils diminuent ailleurs. On ne s'attend pas à ce que la situation change en termes de consolidation des financements. Donc, toujours une préférence d'investisseurs pour ce qui marche bien, ce qui est prouvé, là où il y a de l'appétence. Ou alors toujours quelques tendances, les alternatives au cacao, aux œufs. Et à moyen et long terme, il y a enfin un écosystème de soutien aux protéines alternatives qui se met en place, donc pour leur passage à l'échelle. Il y a l'émergence de géants asiatiques dans le delivery, mais aussi dans les biotech qu'on regarde de très près. Et on s'attend à un rebond des investissements quelque part l'année prochaine, sûrement aux États-Unis de façon notée, peut-être en Asie et en Europe. Ça dépendra du contexte, on va dire, économique et géopolitique en 2026 ou en 2027. Euh, donc, j'espère que ce rapide résumé et tour d'horizon à la fois de la foodtech en France et de ce qui se passe dans le reste du monde vous a été utile. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans l'outil de Q&A. Et en tout cas, merci pour votre attention aujourd'hui. Bon, merci Mathieu. Merci pour cette présentation très claire sur la foodtech en France aujourd'hui. Donc on a quelques premières questions. Euh, Tu as parlé de la disparition quasiment, hein, des startups du food service. Et avant, c'était un des piliers de la food tech française. Donc, pourquoi selon toi, en fait, est-ce que ça a disparu? Est-ce que c'est un échec, où c'est arrivé à maturité et voilà, il n'y a pas eu de nouveaux besoins en innovation? Et également, dans le même genre de question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un échec sur les insectes dans cette fois-ci? Sur le food service, il y a plusieurs aspects, je sais pas, deux ou trois. Le premier, positif. En fait, certaines startups sont devenues des PME. Et en fait, voilà, se sont maintenues et fonctionnent sur ce qu'elles faisaient. Des exemples, c'est comme Mm. Innovafeed, donc toujours avec une croissance significative, etc. Mais on n'est plus au stade startup, on n'est plus au développement. Euh, on a un deuxième sujet qui est que l'idée principale, bon, à un moment, c'était que le logiciel de caisse, l'iPad connecté, pour le faire simple, allait devenir le hub central de gestion du restaurant. En fait, c'est devenu vrai aux États-Unis, avec quelques entreprises qui sont maintenant cotées en bourse, qui valent extrêmement cher.
Et en Europe, à cause de marchés extrêmement fragmentés, ben, c'est pas devenu le cas. Et finalement, ce qui est arrivé, certaines entreprises se sont fait racheter par, euh, par des acteurs traditionnels sans avoir vraiment l'occasion d'aller très loin. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Bah, en fait, ça revient à ce sujet, à cette problématique un peu européenne, c'est qu'on a plein de petits acteurs qui sont créés dans tous les pays, et finalement, bah, ils sont en concurrence les uns avec les autres, et on n'a pas toujours cette réponse de créer des géants européens. Ça, c'est pour le food service. Le deuxième point sur les insectes. euh, il y a un sujet, c'est comme pendant 2020, on a beaucoup oublié que euh, les startups et le venture, c'était risqué. Bon, bah, voilà, mais on parie sur des technologies pour des raisons plus ou moins bonnes, et elles fonctionnent ou elles fonctionnent pas. Dans les différentes technologies, les différents insectes, les différentes technologies de passage à l'échelle, il y en a certaines qui sont révélées non fonctionnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, les hypothèses de départ ne sont pas révélées, en effet, absolument incroyables. Donc la croissance et le potentiel de marché, finalement, n'est pas si fort et n'est pas si présent. Et le troisième, c'est un sujet de biotech, c'est que ça prend du temps. Et on a fait beaucoup l'erreur de, pour le dire en bon français, on a mis la charrue avant les bœufs. On a parfois fait comme du software en se disant si ça marche pas trop à petite échelle, peut-être qu'en tirant les lignes du fichier Excel, en construisant une très grosse usine, ça va fonctionner. Alors ça fonctionne souvent quand il y a des effets de passage à l'échelle sur du software. On diminue les coûts, parce que ça coûte la même chose de maintenir le software qui est une ou 10 000 personnes qui l'utilisent. Pour une usine, c'est pour de l'agroalimentaire, c'est moins vrai. Et donc, je pense qu'il y a eu un phénomène d'éducation des acteurs de l'investissement à comprendre que l'agroalimentaire, le passage à l'échelle n'est pas neutre en termes de coût. Et parfois, même, ça coûte plus cher une grosse usine qu'une petite. Ouais. Bah, merci pour ça. Une question, revenir un peu sur des définitions. Tu parles de biotech, de protéines alternatives. Alors, quelle est la différence ou l'intersection entre les deux, en fait, Hmm. sur ce sujet-là? Et aussi les startups zombies. Qu'est-ce que tu as parlé de startups zombies tout à l'heure? Est-ce que tu peux expliciter ce que c'est? Oui, toujours partant pour parler des zombies. Les- les- alors, en général, la biotech, il y a une sorte de définition de dire qu'il y a trois catégories, rouge, vert, blanc. Bon, en gros, il y a toute une partie, c'est la pharma. Il y a toute une partie, donc les nouveaux médicaments, les vaccins, etc. Toute une partie qui est liée aux matériaux, donc faire des nouveaux matériaux super résistants, super intelligents, etc. Et il y a une partie notamment verte qui est plutôt sur l'agri et en partie l'alimentaire. Donc il y a un sous-segment des biotech qui concerne concrètement les biotech, c'est utiliser les technologies pour modifier du vivant pour des certaines applications. Et donc il y a toute une sous-partie qui s'applique et à l'agriculture. Donc, il y a nouveaux intrants pour l'agriculture, utilisation de microbes, de biophéromones, etc. Et une partie qui va s'utiliser pour les protéines alternatives. On utilise des technologies qui viennent parfois de la pharma pour une application alimentaire. Donc, les protéines alternatives, une partie des protéines alternatives, parce que le végétal n'en fait pas vraiment partie, l'agriculture cellulaire, la fermentation de précision, la fermentation de biomasse, sont en fait des biotech appliquées à l'alimentaire. Hmm. Très bien, merci. Euh, Ah, et les zombies. oui, les zombies. Voilà. Simple, un zombie, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui bouge toujours. Les startups zombies, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui ont un certain nombre d'années, qui n'ont pas levé d'argent, ou d'ailleurs, qui n'ont pas eu, on pourrait dire, d'événements financiers depuis au moins 3 ou 4 ans, voire plus. Et en fait, on se dit, mais le chiffre d'affaires n'augmente pas ou peu, on voit bien que ça ne gagne pas d'argent, que les gens à l'intérieur, notamment les fondateurs, ne peuvent survivre dans la plupart des cas. Et en fait, si on le regarde de façon objective, il n'y a pas de futur. C'est mort, mais ça bouge toujours. Hmm. Voilà. Très bien. Zombie.
Tu as parlé des marques, qu'il y avait une opportunité sur les marques, c'était quelque chose qui marchait très bien dans la food tech. Alors, on l'a vu, hein, cette année, il y a eu des énormes rachats à l'étranger. Et justement, pourquoi est-ce que ça marche bien hors de France ou même hors UE, quoique en Europe, on a quand même des belles marques. Donc, quelle est la faiblesse en fait, enfin, quelle faiblesse on a par rapport à ça, alors qu'on a quand même des petites marques, mais qui justement ne sont pas développées. Donc, comment tu l'expliques? Ah, j'aimerais avoir la réponse à 100%. Mais Pas très facile. honnêtement, si j'avais la réponse à 100%, c'est-à-dire que j'aurais la recette gagnante pour faire fonctionner une marque en France. Du coup, je serais peut-être ailleurs en train d'essayer de vendre mon produit. Mais si on analyse les marques françaises qui ne fonctionnent pas, ou du moins qui sont des petites marques qui stagnent toutes entre 1 et 3 millions, c'est à peu près le plafond de verre de la plupart des marques alimentaires en France, lancées par des startups, il y a un sujet commun d'objectifs ou de propositions de valeur, selon moi. Si on regarde les marques qui se vendent qui sont rachetées, celles dont tu as parlé, ou celles qui émergent dans d'autres pays qui fonctionnent bien, versus les françaises, il y a une définition sur la proposition de valeur. Les marques ne sont pas là pour changer le monde, elles ne sont pas là pour rendre le monde plus heureux, plus beau, plus écologique dans la plupart des cas. Alors qu'en France, on a souvent la mise en avant d'une proposition de valeur sociale, environnementale euh, ou autre, très, très au cœur, et parfois au détriment de la raison fondamentale pour laquelle un consommateur achète un produit, c'est-à-dire il est beau, il est bon et il n'est pas trop cher. Et donc on arrive souvent à des produits français qui sont pas si bons, plutôt chers, et bon, on les achète pour une raison qui nous dépasse, alors que le consommateur est, en tout cas selon moi, fondamentalement un être assez égoïste. Ça serait peut-être une raison. Oui, je partage un peu cet avis. Euh, Quelles seraient, il nous reste quelques questions. Euh, Quelles sont les meilleures opportunités en food tech en France enfin, si on devait créer une entreprise, créer une food tech en France dans les 18-24 prochains mois, quelles sont les opportunités à saisir? C'est une bonne question. Ah bah, C'est une pas question, ça. forcément des questions simples. Euh, Honnêtement, c'est pas évident en ce moment de créer. Euh, ce qu'il faut euh, deux horizons de temps. Soit à très court terme, on est sur un horizon et on a un intérêt. En effet, ce dont je parlais sur les marques, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore des marchés où il y a énormément à aller chercher sur les boissons, sur le pet food, sur les compléments alimentaires, sur les alternatives au café, etc. Donc ça, je pense que c'est toute une gamme. Et de l'autre, plutôt sur le moyen long terme, euh, des innovations je dirais, à la fois pour l'industrie. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre l'opérationnel de l'agroalimentaire plus efficient? Là, des vrais usages de l'IA, notamment, comment est-ce que je rends une usine plus efficiente? Comment est-ce que je rends des processus plus efficients? Et de l'autre côté, la gestion des pénuries. Aujourd'hui, il y a une mode cacao, café, œufs. Quels seront les ingrédients pénuriques de demain et comment est-ce que je peux aller dessus? Ce serait peut-être mes deux axes. Et un troisième, parce qu'il n'y a vraiment rien en France, les solutions de réduction du méthane. Euh, Peut-être la dernière question. Euh, Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de lever des fonds pour les startups. Et par contre, tu as mis en avant le fait qu'il y avait de plus en plus de partenariats avec des grands groupes. Est-ce que, en fait, c'est pas justement ça la solution? Si on est une startup qui est un minimum développée, qui a un produit, etc., est-ce que le focus, ça ne doit pas être justement sur un développement avec des partenaires à l'étranger pour pouvoir avancer au lieu de perdre du temps à aller chercher en vain en fait une des levées de fonds. Alors, en fait, c'est devenu assez simple. Il vous faut un partenaire industriel quasiment pour lever des fonds.
parce que les investisseurs sont devenus assez craintifs d'investir dans des technologies qu'ils ont eux-mêmes validées et qui n'ont pas été validées par des acteurs de l'industrie. Donc finalement, avoir le partenariat industriel très tôt est quasiment une condition nécessaire à une levée de fonds sérieuse. Et donc, je pense qu'on est quasiment, et c'est assez sain, arriver sur deux jambes. Il me faut, au début, je peux lever un peu d'argent. Ensuite, pour lever un peu de l'argent sérieux, il va falloir des preuves d'intérêt. Je peux lever un peu plus d'argent. Et ensuite, il va me falloir un vrai partenariat. Ok, je peux relever de l'argent. Ensuite, il me faudra là de la traction commerciale. Donc, on est revenu sur ce côté raisonnable, finalement, il faut prouver de plus en plus pour avancer. Hmm, en effet. Bah écoute, on a fait le tour Bah, c'est très bien. de nos questions. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire ici. Merci à tous pour être restés avec nous, pour avoir partagé justement ces conclusions sur la food tech en France. Et merci à toi, Mathieu, pour avoir présenté le rapport. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.